on ne le sait pas, mais le corps produit des odeurs via ce qu'on appelle les phéromones. Ces odeurs-là, notre appareil olfactif, il est absolument pas équipé pour les détecter. Celui du chat, en revanche, oui. Donc ils vont capter justement toutes ces molécules volatiles que sont les phéromones, que l'on produit même en cas de fièvre ou en cas de maux de tête, voilà. Et donc, quand il est attaché à la personne qui est en souffrance, il va faire en sorte de la soulager. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, bonjour et bienvenue. Et alors, on va parler d'un sujet passionnel ce matin. Nous allons parler du roi de la création avec mon invité Véronique Ayage. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe. Vous êtes journaliste, est-ce que vous êtes allurophile ? Absolument. Ouais. C'est quoi une allurophile ? Un passionné de chat. Elluros en grec, ça veut dire chat. Enfin non, ça veut dire celui qui remue la queue. Ah oui, donc oui, alors là, il peut y avoir autre chose que des chats. Mais en tout cas, c'était quand même le premier nom qui a été attribué au chat, c'était Elluros en grec et catus en latin. D'accord. Voilà, donc un ellurophile, c'est celui qui aime les chats, qui est passionné de chats. Très bien, donc c'est vous ça. Oui, on peut le dire. D'ailleurs, vous publiez l'encyclopédie du chat soigneur chez Flammarion, puisque nous allons beaucoup parler ce matin de ce chat thérapeute. Et j'ai appris dans votre livre que les Égyptiens se sont servis des chats comme vaccin. Alors, il faut savoir que les premiers rudiments de la médecine, puisque les Égyptiens étaient justement des grands scientifiques, les animaux étaient mis à contribution, les viscères des animaux, puisqu'on mélangeait un petit peu la magie et puis les ingrédients thérapeutiques. Et donc, on utilisait de la cervelle de chat, des viscères, des utérus de chatte pour calmer des douleurs. Voilà, donc le chat... Déjà, bien sûr. Et il se servait de sang de chat pour... De sang de la queue, des oreilles... Voilà, des excréments aussi, on mélangeait, j'ai vu ça aussi, ouais. Oh là là, mélangeait des excréments avec de l'huile, des huiles parfumées contre l'alopécie, pour que les cheveux repoussent, enfin bon. Cléopâtre était très douée pour ça, hein. C'était une vraie guérisseuse. Elle n'est pas dans votre livre, mais... Non, j'étais en train de réfléchir, quelle page j'ai pas... Non, pourquoi ? Parce qu'elle utilisait d'autres excréments d'animaux, pas ceux des chats. Ah, d'accord, voilà. ok. Du lait d'ânesse aussi. Oui, elle prenait des bains, ce qui expliquait sa jeunesse éternelle. Expliquez-nous comment c'est vous qui habitez chez vos chats et pas eux qui habitent chez vous. Alors ça, c'est bizarre. Ah oui, c'est ce que je dis en introduction. Comme concept. Parce que moi, je vous ai rencontré au moment où vous commenciez à écrire ce livre. On en avait parlé absolument. Et vous étiez recluse, mais je ne savais pas que vous habitiez chez vos chats. Oui, j'habite effectivement chez mes chats parce que c'est eux qui donnent le rythme de la journée. C'est-à-dire que c'est un chat, on peut pas lui faire ce qu'on veut. En revanche, il nous fait passer par là où il veut. Donc, il dicte les lois du domicile. Hein. Voilà. On se réveille à l'heure où ils décident qu'ils ont faim. On se lève, on arrête de travailler, on se lève pour aller leur ouvrir la porte parce qu'ils ont décidé de sortir. Enfin, voilà. Vraiment, c'est eux qui rythment. Ils sont tout puissants dans le domicile. Ils sont très libres. Hein. Finalement, est-ce qu'on peut, en parlant du chat, parler d'animal domestique ? Non. Alors, moi, je dis toujours que le chat n'a jamais été domestiqué, contrairement au chien, mais il a été apprivoisé. Un chat, ça ne se plie pas à des règles qu'il n'a pas lui-même décidé d'appliquer. Donc en fait, le chat est apprivoisé. La définition d'un animal domestique, ça veut dire qu'on décide de son lieu de vie, on décide de son mode de reproduction, on décide de son alimentation. C'est ça la domestication d'un animal quel qu'il soit. Un chat, on décide de rien. Voilà. Donc un chat est apprivoisé. Il fait selon son bon vouloir. C'est lui qui décide. Il obéit aux lois de sa nature. Voilà. Et les lois de sa nature, il transige pas. Est-ce que vous arrivez à donner une explication au succès planétaire des vidéos de chats ? Parce que moi, c'est quelque chose qui me dépasse. Hein. Ce que vous appelez les lolcats. Hein. Mais il y a des lolcats, il y a des gens qui enchaînent des vidéos de chats qui font des centaines de millions de vues. D'accord. Mais alors effectivement, il y a eu une espèce d'engouement comme ça sur la toile au niveau des chats parce que le chat est kawaii. Hein, dit kawaii. Kawaii, oui. Le chat est kawaii. Donc forcément... Alors ça veut dire quoi, kawaii ? Ça veut dire mignon en japonais. Ah, d'accord. C'est minouche, voilà. Donc effectivement, au début, les premières vidéos qui ont explosé, c'était des petits chatons qui ronronnaient, voilà, ou des petits chatons qui faisaient rire. Et c'est vrai que le chat, malgré lui, est très drôle, en fait. Ouais.
Donc, il suffit de le filmer au bon moment. Je veux dire, il a des postures pour dormir complètement improbables. Il fait des pirouettes. Des fois, on appelle le quart d'heure de folie. Pas comme dans la journée, comme ça, il pète un câble et pendant 10 minutes, il se calme après. Donc, il y a matière à filmer. C'est-à-dire qu'il est très photogénique, le chat. Donc, voilà. Ça permet de se détendre et de rigoler pendant quelques secondes sur Internet. Voilà. C'est pour ça que ça marche, quoi. Mais les gens enchaînent les vidéos de chats. Oui, parce Fatima Azora, qui réalise cette émission, peut passer 1 heure sur des vidéos que de chats. Hein. Ouais, je l'ai fait aussi. Je le fais À moi. vous aussi. Je le fais moi maintenant, mais oui, je l'ai fait, bien sûr, parce que ça détend. Parce que de regarder un chat, indépendamment de son ronronnement, on en parlera après, qui détend lui aussi pour d'autres raisons, la vision du chat est relaxante. Elle est apaisante, elle est relaxante ou elle est drôle. Donc forcément, c'est un client parfait pour ces petites vidéos très courtes. Alors que le chien, il y a moins... Alors, je veux pas me mettre à dos tous les gens qui ont des chiens. Il y a 2 camps. Voilà. Soit vous êtes chat, soit vous êtes chien. Ah, moi, ce que je dis toujours, c'est quand on aime son chat, on aime les chats. Quand on aime son chien, on aime son chien. Voilà. Bon, après, c'est une définition qui ne regarde que moi, hein, mais... C'est pas mal, ça. Vous commenterez la vidéo. Voilà, mais... Donc oui, effectivement, quand on a un chat et qu'on aime son chat, on peut difficilement s'empêcher de se passionner pour l'espèce. Parce que l'espèce est passionnante. Elle a une histoire phénoménale, cette espèce. Je la raconte dans le bouquin. On va en parler. Mais c'est tellement long que de toute façon, on pourrait même pas tout évoquer tellement c'est passionnant. Je me demande si même moi, j'ai parcouru 40 millions d'années brièvement comme ça, mais il y a encore plein de choses que j'ai pas dites. En tout cas, l'histoire du chat est fascinante. L'espèce, en elle-même, elle est très mystique. Elle est assez subjugante de par ses attitudes, ses mystères. C'est presque, j'ai envie de dire, ses logiques et ses incohérences. C'est-à-dire que le chat est fait de plein de choses opposées finalement. Donc, quand on aime son chat, on peut pas ne pas s'intéresser à l'espèce entière. Moi, j'ai eu un chien, je détestais les chats avant de tomber dedans. Quand même. Oui, bah oui. Voilà. Je détestais pas. Et je m'en foutais un peu, en fait. Je trouvais pas ça très intéressant. Alors que mon chien, c'est l'amour de ma vie, quoi. Mais je me suis pas intéressée à tous les caniches non plus. C'était un caniche ? Ouais, c'était un petit caniche. Vous caniche. voulez qu'on en parle ? Non. Bon, si vous voulez. Vous êtes passé des caniches au chat. Ouais. À une petite boule noire qui a changé votre vie. En tout cas, une petite boule de poils. Ah, plume, hein. Ouais. Oui, parce qu'encore une fois, les chats, j'en avais un souvenir d'enfance, assez, un animal farouche qui est impossible à attacher, de qui on ne peut pas s'attacher parce qu'on ne peut pas l'attacher, avec qui on communique pas. Donc j'en avais une idée, j'en dressais un portrait assez péjoratif. Et puis un de mes gamins a fait des pieds et des mains pour avoir un animal. Moi, j'avais tellement souffert de la mort de mon chien que à part les poissons rouges, je ne tolérais plus rien. Et finalement, j'ai cédé. Voilà. Et Dieu merci, j'ai cédé parce que elle a changé ma vie. D'accord. Et vous en avez pris d'autres après elle ou Oui. Alors, est-ce que vous êtes maintenant envahi par les chats ou... Non, faut pas être envahi par... Alors, à l'époque, j'habitais dans un pavillon, donc c'était plus facile et j'en ai eu jusqu'à 9. Parce que mon chat s'est reproduit. Ah oui, non, mais attendez, jusqu'à 9 chats, ça fait quand même du monde à table, hein. Oui, mais bon, elle s'est reproduite et donc du coup, je voulais garder les bébés. Enfin bon, bref, voilà. Et je me suis dit que je ne pouvais que multiplier le bonheur que j'avais de la présence de mon chat. Et puis bon, maintenant, entre-temps, j'habite dans un appartement et je ne peux pas faire subir à 9 chats l'enfermement d'un appart. Donc, jusqu'au début de l'écriture de l'encyclopédie, Plume était avec moi et 2 autres chats. Et puis elle est partie pendant que j'écrivais. Voilà. Alors, le prophète Mohammed aimait les chats. Il était hellurophile. Lui aussi. Ah oui, non seulement il aimait son chat, mais il aimait les chats parce qu'il considérait que c'était l'animal le plus pur de la création. C'est pour ça que je disais que c'était l'animal le plus pur de la création. Et alors, comment s'appelait son chat ou sa chatte préférée ? Muesa. Ouais.
elle est rentrée dans la légende avec lui parce que en fait, quoi qu'il faisait là où il allait, son chat ne le quittait jamais. Il allait prier, le chat était là. Il recevait les convives, le chat était là. Moïse, c'était vraiment la prolongation presque du prophète, quoi. Il avait une relation très 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 particulière avec elle, au point d'ailleurs, si vous voulez, on peut raconter l'anecdote de son vêtement où il a préféré couper la manche de son vêtement sur lequel dormait son chat plutôt que de la réveiller. Donc c'est dire s'il accordait à ce chat une valeur, une importance, particulière, une valeur et une importance particulière. D'accord. Et chez les Juifs, alors quel est le statut des chats? Un petit peu comme tous les animaux domestiques, hein, le chat est impur, mais le chien est impur. Aussi. Voilà. Donc vivre avec des animaux quand vous êtes très religieux, vous empêchez, en tout cas par la croyance qu'on y accorde, vous empêchez le Messie d'arriver chez vous. Et chez les Juifs, l'arrivée du Messie est très importante. C'est pour ça que toutes les fêtes juives qui sont organisées, on met une assiette en plus à table supplémentaire au cas où Machiach déciderait d'arriver. D'accord. Alors, j'ai appris dans votre livre que les chattes sont droitières et les chats sont gauchers. Donc, ça vient d'une étude de l'université de Belfast. Comment est-ce qu'on arrive à savoir si les chats sont droitiers ou gauchers? En observant, simplement. Ouais. Il y a des statistiques qui ont été établies grâce aux observations qui ont pu être faites, où majoritairement il a été constaté effectivement que les chats mâles étaient plus volontiers gauchers, c'est-à-dire que quand un chat utilise une de ses pattes pour attraper quelque chose ou pour grimper, donc les mâles vont plus facilement utiliser la patte gauche et les femelles la patte droite, mais c'est anecdotique, j'ai envie de dire. Ouais, vous l'avez vérifié avec Plume et non. Moi j'ai 3 femelles de toute façon. J'en ai plus que 2, mais non. Pour moi, c'est une anecdote génétique, mais ça n'impacte en rien le tempérament ou les capacités du chat. On verra tout à l'heure les propriétés thérapeutiques du chat, mais d'où vient cette idée que les chats noirs ont aussi mauvaise réputation? Alors, il faut remonter au Moyen-Âge. Ouais. Et à l'époque de la chasse aux sorcières. Voilà, les chats noirs, si vous voulez, ont été très rapidement diabolisés par l'Église. Alors historiquement, on dit que le grand ennemi de l'Église, c'était les cathares, d'accord. En latin, on dit catus. Donc l'association avec l'Église a été très rapidement établie. D'accord. Les chats sont des dévots de Satan, puisque ce sont des opposés au Christ, du Christ. Et alors pourquoi noir alors? Est-ce que la couleur... La couleur, ouais. C'est la couleur des sorciers. D'accord. Voilà. Parce alors après il y a une autre expression qu'on utilise souvent et qui est passée vraiment dans le langage courant, c'est la nuit où les chats sont gris. Et est-ce que là, ça a un rapport avec la couleur du chat ou c'est pas de la couleur du chat qu'on parle? Là, on parle des femmes. Hein. Donc, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a Donc, rien. restons dans le sujet. On va parler des chats soigneurs, puisque Véronique Ayache, vous publiez cette encyclopédie du chat soigneur aux éditions Flammarion. Oui, voilà, c'est passionnel comme sujet, parce qu'il y a des passions autour des chats. On parle du chat, mais là, on parle d'un chat soigneur, un chat qu'on utilise en thérapie, autour de cette encyclopédie du chat soigneur qui vient de sortir. Et Véronique Ayache, qui a compilé cette encyclopédie, est avec nous. C'est aux éditions Flammarion et merveilleusement illustré, je dois le dire. Hein. Oui, effectivement, il y a eu un choix iconographique assez élégant. Bon, je voudrais qu'on écoute un peu de ronron du chat. C'est un chat? Oui, ça a l'air d'être un chat. Je regarde Maître Abouali qui réalise l'émission. Oui, c'est un chat. Pendant des années, les chercheurs ont essayé de percer les secrets du ronron. Les secrets du ronron, ça a été percé il y a combien de temps? C'est assez récent. Très récent. Ouais, c'est super récent. C'est très récent. Au départ, comment on perce les mystères d'un organisme? On le dissèque. Hein.
Donc, quand on dit ça qu'un chat, il ronronne plus. Voilà, donc ça a été assez compliqué, effectivement, de savoir d'où ça venait, parce qu'un chat ronronne à l'inspiration, il ronronne à l'expiration, donc il y avait plusieurs organes dans la zone ORL qui s'activent pour ça, donc on savait pas si c'était l'air qui vibrait sur les cordes vocales, on savait pas si c'était enfin, voilà. Donc maintenant, effectivement, on a établi, enfin, la science a réussi à déterminer, effectivement, qu'il y avait plusieurs organes qui rentraient en activité pour produire ce son-là. Ce ronron, et est-ce qu'au final, c'est vraiment dans cette zone-là qu'il fallait chercher Oui, absolument, c'est la zone ORL, c'est le museau, la gorge, oui. Alors, vous expliquez dans votre livre que c'est Gabriel Collin qui, en 1856, est le premier scientifique qui va se pencher sur cette question du ronronnement, pour vous dire combien de temps ça a pris avant qu'on puisse justement répondre à cette question, pourquoi les chats ronronnent. Alors, est-ce qu'on sait ce qui fait ronronner les chats, déjà ? Pourquoi ils ronronnent ? Ouais, pourquoi ils ronronnent ? Alors, la première raison... Parce qu'ils ronronnent pas tout le temps, les chats. Non. Déjà, ils ronronnent pas tout le temps. Mais tous les chatons ronronnent. C'est-à-dire, à la naissance, le ronronnement est un moyen de communication avec la mère. Donc, un chat, quoi qu'il, j'ai envie de dire, va ronronner à la naissance jusqu'à ce qu'il soit sevré. Si le chat est sauvage, il ronronnera plus jamais de sa vie, parce qu'un chat, ce n'est pas un moyen de communication intra-espèce. Entre eux, ils ne ronronnent pas pour communiquer. D'accord, donc ils communiquent avec l'homme, c'est ça ? Voilà, c'est un moyen de communication avec l'homme. Donc tout ça pour dire qu'un chat sauvage, s'il n'est plus jamais en contact avec l'homme, ne ronronnera plus pour son plaisir. Il va probablement ronronner pour quand il sera en situation de douleur, de souffrance, parce que pour lui c'est un moyen thérapeutique pour se soigner, pour atténuer sa douleur. Mais en tout cas, plus jamais il ne ronronnera de plaisir. Un chat, ce qu'on appelle les chats arrêts, c'est-à-dire les chats j'ai appris ça en lisant votre livre. Alors arrêt, ouais, mais enfin, on pourrait dire autre chose qu'arrêt quand même. C'est le mot scientifique. C'est le mot, voilà, c'est le mot chic. C'est le mot chic, exactement. Ouais. Donc on va dire un chat qui retourne à l'état sauvage après avoir été domestiqué ne ronronnera plus non plus. D'accord. Voilà, donc un chat ronronne uniquement quand il est en présence d'un humain pour communiquer avec lui. D'accord. Vous parliez de l'effet, parce que le chat peut ronronner pour lui-même pour se soigner. Donc ça, c'est scientifiquement prouvé. C'est la raison initiale, bien sûr. Voilà. C'est la raison initiale. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est rendu compte que sur nous, ça avait le même impact que sur eux. C'est-à-dire que les scientifiques, quand ils ont commencé à s'intéresser au ronronnement, ils sont simplement partis du constat qu'à blessure égale, un chat et un chien, enfin un chat récupérait 3 à 5 fois plus vite qu'un chien. Donc c'est curieux pourquoi un chat va cicatriser plus vite, va se réparer plus vite ou va souffrir moins longtemps. Donc ils ont commencé à s'intéresser à ça. Il y a ces espèces de vibrations sonores, d'ailleurs qu'ils ont reproduites artificiellement et dont on se sert aujourd'hui dans des appareils de kinésithérapie pour justement accélérer la cicatrisation osseuse. Donc ça a été la première, si vous voulez, la première porte d'entrée de l'intérêt porté aux vertus thérapeutiques du ronronnement. Donc le chat ronronne pour se réparer lui-même, pour se déstresser, pour mieux cicatriser, pour se déstresser. Ouais. Parce que les chats, contrairement à ce qu'on croit, c'est des animaux qui se stressent très facilement. Voilà. Un rien les perturbe. Donc le stress, si vous voulez, la façon à eux de se relaxer, c'est de ronronner. Et en fait, c'est son propre médecin, un chat. Voilà, donc tout ce qui marche sur lui, on s'est rendu compte au fil des ans que ça marchait aussi sur nous. Voilà, parce qu'il y a eu des expériences scientifiques qui l'ont prouvé. L'idée de départ de votre livre, c'est de dire qu'un chat qui détecte en nous, par exemple, une pathologie ou un trouble émotionnel, eh bien, pourrait décider de nous soigner. Et c'est là qu'il devient un chat soigneur. Oui, alors absolument. Un chat, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, sont tout à fait capables de tisser des liens d'affection avec leurs compagnons humains, j'ai envie de dire. J'ai toujours du mal à dire leurs propriétaires, parce que voilà. Mais donc à partir du moment où un chat va détecter, même quand on a de la fièvre, en fait, on ne le sait pas, mais le corps produit des odeurs via ce qu'on appelle les phéromones. Ces odeurs-là, notre appareil olfactif, il est absolument
absolument pas équipés pour les détecter. Celui du chat, en revanche, oui. Et du chien aussi. Hein. Le chat encore plus que le chien. Le chat plus que le chien. Et c'est marrant, pourtant, ce sont des chiens qu'on éduque et on voit, par exemple, avec le Covid, le cancer, par exemple. Mais c'est récent pour les chiens et le cancer. Hein. C'est très récent. Donc, ça veut dire que les chats ont encore un appareil olfactif beaucoup plus développé. Ouais. Donc, ils vont capter justement toutes ces molécules volatiles que sont les phéromones, que l'on produit même en cas de fièvre ou en cas de maux de tête, voilà. Et donc, il va, quand il est attaché à la personne qui est en souffrance, il va faire en sorte de la soulager. Mmh. Donc, pour expliquer à ceux qui nous expliquent comment va fonctionner cette, on va dire, ronron thérapie, comment ça fonctionne ? Alors, est-ce que vous avez déjà, ce que je mets dans le bouquin, est-ce que vous avez déjà mis votre main sur un gong qui vient d'être percuté par un maillet ? Vous avez senti les vibrations ? Ouais. Voilà. Donc, le son, c'est un enchaînement de vibrations. Quand il y a un son, ça vibre. Un son vibre. Ceux qui ont fait des expériences de bain de gong, par exemple, le savent, puisqu'ils ressentent les vibrations. Voilà. Et ces vibrations-là, généralement, font du bien, permet de rentrer en méditation, bref. Ça résonne, en tout cas, ça résonne en eux. Ça résonne en eux. Donc, les vibrations, le rrrr qu'on a entendu là, ça résonne. Ces vibrations-là sont captées par ce qu'on appelle scientifiquement encore les corpuscules de Pacini. C'est des petites terminaisons nerveuses. Alors là, vous googlez corpuscules de Pacini. Ouais, je vais le dire, ce que c'est, ne googlez pas, c'est toutes les petites terminaisons nerveuses qu'on a sur la peau. Bon. Donc c'est capté par ces petites minuscules antennes nerveuses. C'est traduit par l'organisme pour envoyer des messages au cerveau en disant le cerveau, vas-y, produis des endorphines, produis de la dopamine, produis de l'ocytocine, ce qu'on appelle les hormones du bonheur. Voilà comment ça marche en fait. On reçoit un message par la peau qui est envoyé au cerveau et le cerveau répond à ce message en produisant certaines molécules, des hormones. Donc ces hormones-là, ce qu'on appelle globalement les hormones du bonheur, ont des effets antalgiques, ont des effets anti-stress, ont des effets relaxants. Alors quand vous dites antalgique, par exemple... Antidouleur. Voilà, antidouleur. Donc ça veut dire que, par exemple, quelqu'un qui aurait une douleur aux dents... Ça aide. Si on prend un Doliprane et on prend une dose de ronron, c'est pas mal. Ça ne se substitue pas, bien sûr, à une allopathie. Faut pas... Non, mais c'est pour expliquer. Le côté antalgique fait que, finalement, la douleur est moins douloureuse. Absolument. Oui, c'est vraiment un antalgique, la sérotonine. Donc, il y a ce côté antalgique, mais il y a d'autres vertus au ronron du chat. Par exemple, pour les personnes qui souffrent de pathologies cardiaques. Alors, c'est lié, en fait. C'est lié. Quand on déstresse, on a comment dire, la tension artérielle qui se régule. Le système cardiovasculaire qui prend un rythme normal. Donc forcément, quand on ne vit plus en permanence sous l'emprise du stress, on risque moins d'avoir des accidents cardiovasculaires. Le chat est bon pour le stress. Le chat est bon pour la santé. C'est ça qu'il faut... Mais alors, il faut le prendre dans ses bras. Est-ce que finalement, il y a une façon de consommer le ronron ? Idéalement, quand le chat est sur vous, c'est là où vous sentez le mieux les vibrations, bien évidemment. Maintenant, vous pouvez pas ordonner à un chat de dire viens, j'ai mal à la tête, viens ronronner 5 minutes sur moi. ça se passe pas comme ça. Le chat vient ronronner quand il le décide et autant de temps qu'il le décide. Donc, on peut pas commander une séance de ronron, mais il faut en profiter quand elle est là. Encore une fois, on a des preuves scientifiques. Oui, bien sûr. Bien sûr, oui, ça a été mesuré, même en direct à la télévision par Aaron Ketcher, qui était un... Shkoun Aaron Ketcher. Aaron Ketcher, c'était un médecin, qui voulait démontrer, américain, qui voulait démontrer justement les effets anxiolytiques du ronronnement et qui a été un des premiers... la date exacte, je me souviens plus, mais c'était 60-70, un truc comme ça. Oui, c'était les années 70. Voilà. Quelque chose comme ça. Et donc, en direct, il a démontré effectivement que... Non, 82. 82. Ouais, Aaron Ketcher. Il était psychiatre. Psychiatre. Ouais. Médecin. Ouais.
Il y a aussi ce qu'on appelle la zoothérapie. C'est autre chose. C'est pas la même chose, mais par exemple, le chat est un animal qui est souvent convoqué pour participer à la zoothérapie. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la zoothérapie ? Alors, la zoothérapie, c'est encore autre chose. Ça a été, en fait, ça a été créé, on va dire, pour spécifiquement au départ pour les patients atteints de troubles psychiatriques. Parce que l'animal, hein, en fait, est un médiateur. L'animal permet justement de reconnecter un petit peu avec la réalité, de sentir qu'une personne qui justement a des pathologies psychiatriques, qui déconnecte complètement avec le sens des choses et tout ça, elle va se sentir responsable d'un animal, de son bien-être, de son confort. Donc les premiers animaux à avoir été utilisés en zoothérapie, ce sont les oiseaux. Voilà. On n'y pense pas toujours. Ouais. On n'y pense pas toujours, ouais. Mais effectivement, l'oiseau est un animal particulièrement intelligent, particulièrement docile, particulièrement beau à regarder. Donc voilà, donc ça a été les premiers animaux. Aujourd'hui, la zoothérapie a fait énormément de progrès, mais tous les animaux ne sont pas des clients potentiels. C'est-à-dire que tous les chats ne sont pas des bons candidats à la alors déjà, tous les chats, il faut déjà qu'il y ait un profil de chat, que le chat soit calme, que le chat ne soit pas trop allergène, que le chat qui réponde à certains critères effectivement bien spécifiques. Après, on utilise beaucoup aujourd'hui les chevaux et les dauphins pour l'autisme. Les chiens sont utilisés aussi également, les oiseaux toujours autant, mais tous les animaux ne sont pas utilisés en zoothérapie. Bon, alors, Véronique Ayache, montrez-le à la caméra puisqu'on est en train de filmer l'émission. Vous publiez l'encyclopédie du chat soigneur pour tous les passionnés. Vous allez voir, le chat, c'est bon pour la santé. C'est chez Flammarion et on en parle jusqu'à 10h. Les chats sont bons pour la santé. C'est ce dont on parle ce matin avec mon invité Véronique Ayache qui publie l'encyclopédie du chat soigneur chez Flammarion. 600 millions de chats à travers le monde à peu près, hein, c'est les chiffres qu'on a. Quelle est la race de chat la plus chère du monde ? Ashera, j'ai vu. Mais moi, je pensais que c'était les chats, vous savez, les chats sphinx. Non, les espèces de chats sans poil. Hein. Ouais, sans poil. Non, ça vaut 1200 € à peu près. Ah, c'est pas cher. Non, pour un chat de race, c'est pas très cher. Non, l'Ashera, effectivement, c'est le chat le plus cher du monde parce que il est le fruit de combinaisons de manipulations génétiques extrêmement complexes. Où c'est un mélange de savannah, qui est le chat, l'espèce sauvage, et qui était d'ailleurs l'espèce égyptienne, hein, le savannah, qui est très grand de taille. Et c'est vrai que ces chats peuvent atteindre le prix d'un appartement à Paris. J'allais dire, alors d'un appartement à Paris, peut-être pas, mais d'une grosse belle bagnole de collection, ouais. Ouais, c'est fou ça, hein. L'argent que les gens sont prêts à dépenser pour des chats. Oui, mais quand on a c'est un chat léopard un peu l'Ashera, c'est ce que je vous dis, le savannah, ça, effectivement, c'est ça, c'est un mélange de savannah et de je sais plus quoi exactement, mais voilà, donc c'est vraiment l'Ashera, c'est des manipulations génétiques très complexes où on prend vraiment le savannah qui est le chat sauvage, voilà, qui ressemble à un petit léopard en beaucoup plus élégant, j'allais dire. J'ai envie de le dire, allez, disons-le. Voilà, plus raffiné, plus fin et tout ça. Et donc on a enlevé les gènes de l'allergie, on a enlevé les gènes de l'agressivité, on a enlevé les gènes, voilà, pour faire un chat sur mesure qui coûte 100 000 $ presque. D'ailleurs, ce qui n'était pas paradoxal, c'est qu'on parle beaucoup des allergies aux poils de chat, mais dans votre livre, vous expliquez que le chat renforcerait le système immunitaire. En fait. Alors déjà, c'est pas le poil de chat qui peut rendre allergique. Alors c'est une fausse idée que de dire qu'on est allergique au poil de chat. C'est à la salive qu'on peut être allergique. Et comme le chat se lèche toute la journée et qui dépose ses poils absolument partout, donc on dit voilà, je suis allergique au poil de chat. Pas du tout. On est allergique à la salive de poil. Maintenant, pourquoi je dis que ça renforce le système immunitaire ? C'est sous réserve d'être en contact avec des chats tout petits. Dès l'enfance, parce que quand on est en contact très rapidement, quand l'organisme est en contact très jeune avec des agents pathogènes, il va fabriquer ses anticorps, beaucoup plus qu'un adulte qui n'a jamais été en contact avec un animal. D'accord, donc c'est comme ça qu'il faut procéder. Oui. À qui on doit le mot ronronnement ? Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Il y a des gens qui n'ont rien à faire dans la vie.
Oui, c'est lui qui a initié ce joli mot dans notre langue. Qui a posé un mot sur voilà. Sur une pratique qui existait sur une déjà. Pratique. Et qui a inventé la litière du chat? Ah, c'est... Tink. Je le sais, Newton. Exactement, le père de la théorie de la gravitation universelle. Oui, parce c'est lui qu'il qui en a avait inventé. marre. Ouais. Il en avait marre d'être obligé de se lever de son bureau à chaque fois pour ouvrir la porte à son chat. Donc, C'est lui qui a inventé. ouais. Mais on pense pas. Il a fait un trou dans sa porte et voilà, c'est grâce à lui qu'on a les chatières. Ouais. Ah. Mais c'est marrant de voir que ces gens-là qui ont inventé tellement de grandes choses. On a inventé aussi celles de notre quotidien finalement, Oui, à qui on ne penserait pas forcément de leur attribuer. Alors ce chat soigneur, on le ramène beaucoup à l'époque des Égyptiens. Mais est-ce que finalement ce sont les Égyptiens qui ont introduit les chats dans le monde, ou les chats étaient bien antérieurs aux Égyptiens? Les chats, ils ont fait la connaissance, les Égyptiens, ont fait la connaissance des chats il y a à peu près 6000 ans. L'espèce, en tant que telle, existe depuis 40 millions d'années. Ah oui, d'accord. Donc on ne peut pas dire que ce soit les Égyptiens qui aient développé l'espèce chat. Non, elle existait déjà, c'était bien antérieur. C'est-à-dire qu'on a retrouvé beaucoup de chats. Il y avait beaucoup de déesses ou de dieux chats, en fait, du temps des Égyptiens. Il y en avait 3. Ouais. Il y en avait 3, voilà. Alors, en fait, les Égyptiens, si vous voulez, attribuaient aux animaux des forces divines qui échappaient à leur raisonnement, à leur logique, à leur connaissance. Donc, les chats, ils ont observé que c'était des animaux. La chatte s'occupait bien de ses petits, qu'elle elle était propre, elle se reproduisait très facilement et tout. Donc ils l'ont attribuée à la déesse de la fertilité. D'accord. Voilà. Pourquoi dit-on du chat qu'il ne se perd jamais? Est-ce que c'est une légende, ça? Non, ou est-ce que c'est vrai qu'un chat qu'on perd quelque part retrouvera toujours la maison de son maître? Oui, il a une boussole intérieure, le chat, qui lui permet effectivement de retracer sa route là où il est. Et d'ailleurs, il y a plein d'histoires qui circulent sur des chats qui ont traversé des centaines de kilomètres parce qu'ils se sont perdus un jour. Voilà, ils étaient en promenade, la famille, leur famille déménage à 300 kilomètres. Le chat finit par retrouver la famille. C'est quoi? C'est un radar? Qu'est-ce qui leur permet de finalement se diriger? L'odeur, les vibrations du terrain. Voilà, aussi loin? Oui. Puis un chat ne perd jamais le nord. C'est-à-dire qu'il y a eu une expérience qui a été faite dans une barque où on a mis un chat au milieu d'un lac et on a fait tourner la barque sur elle-même. Et le chat, en fait, à chaque fois, se repositionnait en fonction du nord et du sud. Donc un chat a des espèces d'antennes, effectivement. Incroyable. Alors il y a ces expériences de nouveaux cafés, les cafés Neko. Alors Neko, ça veut dire quoi en japonais? Chat. Ça veut dire chat. Tout simplement. Ouais. En France, il y en a un petit peu ou pas? Ou ça il y en a plein. Ouais. Ah oui, maintenant il y en a plein. Rien qu'à Paris, déjà, il y en a 3, je crois. En fait, c'est... Au départ, l'idée de ce qu'on appelle les bars à chats, Neko 4 Café, c'est vraiment le bar à chats. Au départ, c'était uniquement parce que en Asie, le chat a une symbolique très forte de porte-bonheur, de protecteur de la famille et tout ça. Et donc, il y a eu un jour un passionné un monsieur qui était passionné de chats, qui déplorait un peu le fait qu'il y ait plein de chats dans la rue, abandonnés, maltraités. Donc, il les a recueillis. Et comme dans ces pays d'Asie-là, pour des questions d'hygiène, de proximité, on n'a pas trop le droit d'avoir des animaux domestiques à domicile, sauf quand on est dans des maisons, mais en tout cas dans les immeubles, voilà, les endroits, les animaux sont interdits. Eh bien, il a dit que pour que tout le monde puisse profiter justement de la présence des chats, il a ouvert ces établissements. Mais c'était des établissements où on pouvait justement venir caresser les chats, porte-bonheur et tout ça.
On payait 1 ou 2 $, on prenait un thé, mais il n'y avait pas le concept, quand ça a été récupéré comme ça par l'Europe, de ce concept-là qui avait une noble cause au départ. C'était donner un foyer à des chats qui étaient dans la rue, quoi. Voilà, donner un foyer à des chats et puis permettre aux gens de profiter justement de la présence apaisante du chat. Mais il n'y avait pas tout le business qui a été créé autour quand ça a été récupéré par l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, les bars à chats, c'est d'abord un café-restaurant chicos, et puis le folklore, il y a des chats qui viennent ronronner, qui viennent dire bonjour. Mais ça a perdu complètement de son essence d'origine pour moi. Il y a aussi maintenant, il y a des 4D en entreprise pour déstresser finalement. C'est bon pour l'ambiance. Oui, on a remarqué effectivement que quand il y avait des chats, mais même il y a une école primaire où les élèves étaient un peu agités, et la directrice de l'école a décidé de faire venir un chat dans l'établissement, et du coup ça a apaisé tous les gamins qui se concentraient mieux, qui se détendaient plus facilement, qui étaient moins agités. Donc voilà, la présence d'un chat. Pourquoi un chat n'énerve pas ? Un chat, c'est super silencieux, de par son attitude. Un chat, c'est calme, ça fait pas de bruit, ça n'aboie pas, donc de toute façon la présence d'un chat, elle est reposante. Puis elle est voilà, moi je dis souvent aussi que ça rappelle beaucoup le contact avec la peluche de son enfance. C'est doux, c'est chaud, c'est calme. Enfin, voilà. Donc, de toute façon, la présence en elle-même, indépendamment du ronronnement, calme quelqu'un. Le chat qui soigne. Alors, il y a beaucoup d'anecdotes dans votre livre, toutes les personnalités qui ont marqué ce monde, qui ont eu des chats. Ouais. Pourquoi on mettait des chats sur les bateaux aussi, par Eddie Royal. C'était pour éviter, par exemple, que les souris mangent. Ah bah voilà. Au départ, ça a été ça, effectivement, avoir des chats sur des expéditions marines permettait justement que les rats ne dévorent pas les cargaisons de nourriture. Ouais. Et puis les rats étaient porteurs de peste, beaucoup. Donc ne pas avoir de rats, c'était aussi se prémunir de cette maladie. Bon, vous allez apprendre beaucoup de choses en lisant cette encyclopédie. Si vous voulez savoir les bienfaits du chat, vous pouvez lire l'encyclopédie du chat soigneur de mon invité Véronique Ayas, c'est chez Flammarion. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous verrez la vidéo de cette émission sur notre chaîne YouTube. Merci Véronique. Merci Philippe. Et passez une très belle journée santé avec chat ou pas.